Audio Jungle. Bonjour et bienvenue au Balado Franc-Parler, un projet qui traite d'enjeux linguistiques et scolaires qui touchent les jeunes. Nous sommes Anya, Yann Milou, Constance, Marita et Mathéa, étudiantes en sciences de la nature au Collège de Bois-de-Boulogne, et nous animerons l'épisode d'aujourd'hui, le pouvoir de bien parler. Dans cet épisode, nous examinerons l'utilisation du langage familier, ainsi que les préjugés courants liés au vocabulaire, aux accents et aux dialectes. Dans le même ordre d'idées, nous nous questionnerons sur les avantages et les occasions favorables qu'offre une bonne maîtrise de la langue française, principalement sur le marché du travail. En prévision de l'interdiction des cellulaires dans les écoles primaires et secondaires, le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville, souhaitait en date du 1er mai 2025 imposer le vouvoiement des adultes par les jeunes à l'école selon la presse. Je pense que nous avons tous remarqué un langage dit familier chez les jeunes. Une grande partie de ceux-ci parlent également aux adultes comme s'ils parlaient à leurs amis. On remarque ici un conflit de registres de langue. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi un registre de langue? En fait, selon le dictionnaire Le Robert, le registre de langue permet d'adapter son discours en sélectionnant les mots, les expressions, les tournures syntaxiques, voire la prononciation les plus adéquats selon la situation. Mais c'est quoi la différence au juste entre un registre de langue et un dialecte? Le dialecte se différencie du registre de langue car, encore selon Le Robert, il s'agit d'une forme régionale nettement distincte d'une langue. Moi, j'avais une question pour vous. Pourquoi changeons-nous de registre de langue selon la personne à qui l'on s'adresse? C'est surtout pour s'adapter à certaines situations de communication, de parler de manière appropriée selon la situation. Par exemple, tu peux tutoyer ton ami, mais pas ton professeur. Je pense que c'est important aussi de comprendre les différents registres de langue, de comprendre dans quel contexte on va utiliser quel registre. Parce que, par exemple, le langage soutenu, on pourrait dire « je souhaite m'entretenir avec vous », tandis qu'en langue standard, on dirait plus « j'aimerais vous parler ». En langage familier, ça serait quelque chose du genre « je veux jaser » et slang « faut qu'on se parle, bro ». Donc, c'est sûr que ça dépend à qui tu t'adresses. Si tu parles à ton ami, mais tu vas pas nécessairement dire je souhaite m'entretenir avec vous. Ça dépend vraiment des situations. Donc, ça, c'est quelque chose qui, même au niveau social, ça peut jouer. Et moi, je me demandais, est-ce que vous vous souvenez d'un mot qui était à la mode, par exemple, lorsqu'on était au secondaire et qui a complètement disparu, donc que les gens n'utilisent plus, mais qu'à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de populaire et de commun? Oui, c'est vrai, il y avait plusieurs mots. Plus quand on était jeune, on disait stouler. Ouais, c'est vrai, moi, je disais ça. Et plus au secondaire, on disait no cap, c'est you. Mais maintenant, on l'entend plus vraiment. En parlant de ces mots, est-ce que vous pensez que le langage familier appauvrit la langue ou au contraire qu'il la rend plus riche? Mais en fait, je pense que ça dépend, c'est quand même assez nuancé. Par exemple, on pourrait dire que ça appauvrit la langue parce que c'est considéré un peu moins noble, entre guillemets. Mais aussi, on peut dire que ça la rend plus riche parce qu'on ajoute des mots de vocabulaire, on change certaines règles et c'est comme ça que la langue elle évolue. Par exemple, le langage familier, à l'époque, ce n'est pas le même que celui qu'on utilise aujourd'hui. Et c'est grâce à l'évolution de la langue que celle-ci est autant diversifiée et complexe. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Dans certaines situations, les mots peuvent être perçus comme moins bons ou comme moins nobles, comme tu l'as dit. Mais dans d'autres situations, utiliser des mots qui sont peut-être nouveaux, comme par exemple du slang ou des mots qu'on est moins habitué d'entendre, mais ça peut enrichir le vocabulaire, faire en sorte qu'il est plus diversifié et justement le rendre plus complexe. Par exemple, au Québec, on utilise des expressions régionales comme char pour désigner une voiture, checker pour désigner le fait de vérifier quelque chose. Donc, même si ce sont des mots qui peuvent être considérés comme mauvais au niveau de l'usage, ben au final, c'est quand même quelque chose qui vient enrichir le vocabulaire. Ouais, c'est vrai, même chez les adolescents ou les jeunes adultes, on remarque un slang qu'ils utilisent, par exemple cringe, sauce, no cap, wesh. Il y a même des mots qui sont retrouvés dans le dictionnaire. Par exemple, ghosté. Ouais, c'est ça, des mots comme crush, kiffer, que jamais on aurait cru que ça se serait ramassé dans un dictionnaire, mais aujourd'hui, quand on regarde, ben on le retrouve là. C'est aussi tous des mots pour la plupart que nos parents, en tout cas mes parents, ne comprennent pas. Je sais pas pour vous. Est-ce que des fois, il y a des mots que vous dites à vos parents, là, c'est comme très compliqué pour vous faire comprendre? Ou? C'est plus compliqué pour que mes parents ils me comprennent, mais après, à force de l'utiliser, ils commencent à le comprendre et même eux, ils l'utilisent. Donc maintenant, ma mère, quand elle m'envoie des messages, elle commence à utiliser mon vocabulaire. Comme quoi? Comme live, je vais checker.
Plein d'autres exemples, mais ouais. Mais en fait, c'est vraiment normal quand vous y pensez. Comme des mots, par exemple, comme boulot. On n'y croirait pas, mais il y a 200 ans environ, peut-être. Ce mot-là, il était considéré du slang. C'était pas vraiment un mot accepté dans la grammaire ou dans générale, mais là, maintenant, c'est dans le dictionnaire et on l'utilise normal, comme nos parents, justement, ils savent c'est quoi un boulot. Oui, puis c'est quelque chose qui évolue justement, comme tu disais, ça, les mots changent, les mots, ça dépend là, d'une époque à l'autre, j'imagine, d'une génération à l'autre, parce que même nos parents en ont du slang. Je pense pas à un exemple précis présentement, mais c'est certain qu'il y a des mots que nos parents utilisent ou utilisaient dans leur temps que nous, on n'utilise pas nécessairement, puis il y a des mots que nous, on utilise que nos enfants n'utiliseront pas nécessairement. Ça, c'est quand même intéressant. Dans ces mots précédents, on a remarqué que le langage familier fait vraiment partie de notre quotidien. On s'adapte naturellement selon la personne à qui on s'adresse, un ami, un prof, voire même un inconnu. C'est ce qu'on appelle jouer avec les registres de langue. Par contre, certaines façons de parler sont parfois plus acceptées que d'autres. Un mot ou une expression peut totalement changer la manière dont on est perçu. Certains peuvent même être jugés juste à cause de leur façon de parler. C'est là où rentrent en jeu les préjugés linguistiques. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis on avait même trouvé que selon Statistique Canada, il y a environ 1 adulte sur 4 de langue officielle en situation minoritaire qui juge d'avoir vécu de l'insécurité ou de la discrimination linguistique. Donc, c'est vraiment un bon pourcentage, là, puis c'est pas quelque chose nécessairement à quoi on s'attendrait. C'est quoi, en fait, la discrimination linguistique? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? En fait, la discrimination linguistique, ça inclut le fait d'être jugé, exclu ou même dévalorisé à cause de sa manière de parler, son accent ou même le vocabulaire qu'on utilise. Vous, est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé à cause d'un mot que vous avez employé? Oui, à chaque fois que je vois ma cousine qui vient de France, elle juge toujours le vocabulaire que j'utilise. C'est pas du vrai français et que le français du Québec, c'est pas le vrai français. Parce Pour que... vrai? Ouais. Puis elle croit que le français de la France, il est meilleur, que c'est le seul bon français à utiliser. Oui, exactement. C'est quand même assez particulier. Puis moi, je trouve ça quand même ironique parce que quand on y pense, le français québécois, c'est le français qui a le moins évolué du côté linguistique. Par exemple, le mot char, c'est un mot qu'on utilisait avant. Puis ouais. 100%. Je pense aussi que ça dépend des milieux, mais par exemple, dans un milieu à Montréal où c'est plus multiculturel, il y a des mots que des fois, avec l'accent, on ne le dit pas tous de la même façon. Par exemple, le mot bus ou le mot boss, ben c'est le même mot, mais des fois, je vais dire je vais aller prendre le bus. Mes amis vont me regarder un peu avec des yeux ronds comme des billes parce qu'elles vont dire plus bus. Ou exemple, ça bug. Tandis qu'elles vont dire plus ça bug. Donc, ça dépend. Ouais, c'est vrai. L'impression de ne pas parler comme on devrait, parfois même, ça peut donner un sentiment d'illégitimité ou même d'infériorité. Une certaine honte qui peut parfois te mener à ne plus parler du tout. Et ce qui peut être quand même intéressant, quelque chose à quoi on devrait penser, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment des choses pertinentes à dire, puis des fois vont s'empêcher de les dire justement à cause de cette honte-là qui vient vraiment les paralyser puis les empêcher de s'exprimer pleinement. Oui, par exemple, hier, j'étais sur TikTok et j'ai vu une vidéo d'une femme qui exprimait son sentiment d'insécurité par rapport à son accent. C'est une femme acadienne et elle avait peur de poser ses questions en classe parce qu'elle avait un accent anglais acadien et elle voulait pas être jugée par les autres. Exact. Donc, ça va même au-delà de ce qu'on a dit précédemment. Là, c'est aussi au niveau de... C'est ça, les gens se privent de dire ce qu'ils pensent, puis on se prive des bonnes opinions, puis des bonnes façons de penser. Des fois, juste parce que sans le savoir, on donne un certain sentiment d'illégitimité aux gens en n'étant pas ouverts aux différents mots qu'ils emploient ou à leurs accents. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez que les préjugés linguistiques renforcent les inégalités sociales? Moi, je pense que oui. Les préjugés linguistiques sont souvent liés au vocabulaire et au registre de langue. Utiliser des mots plus familiers, c'est jugé comme pas sérieux ou pas éduqué ou pas professionnel. Donc, quand on associe souvent le langage soutenu aux universitaires, aux gens instruits, et le langage familier plus aux gens de milieux populaires et dévalorisés. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun des registres qui est meilleur que l'autre. Ils ont juste des fonctions différentes selon leur contexte.
Oui, exact. Je pense qu'on établit un lien direct entre la langue et la classe sociale parce que en jugeant la manière de s'exprimer d'une personne, on en vient souvent à juger la personne elle-même. Donc, comme Anya l'a mentionné, là, son niveau d'éducation, sa crédibilité, son origine sociale, voire son intelligence. Donc, c'est une forme qui est quand même subtile de discrimination sociale, puis qu'on on se rend pas toujours compte qu'on le fait. Là. Donc, ça peut être inconscient. Par exemple, ça c'est plus un peu en anglais, mais quand on pense à un anglais plus professionnel, on pense à l'accent de la famille royale, par exemple, plutôt qu'à un accent, British. oui, qu'à un accent d'un fermier du sud des États-Unis, par exemple. Dès qu'on entend un accent un peu plus, je veux dire cowboy, on pense immédiatement à une personne peut-être un peu moins éduquée qu'une personne qui parle avec un accent britannique. Oui, exact. Ça, c'est des biais qu'on a, je pense. Comme j'ai dit précédemment, on le fait même pas de façon consciente. C'est juste peut-être des choses qui sont plus automatiques, ancrées dans notre façon de penser. Bon, alors tout le monde, maintenant c'est le temps pour la notion linguistique. Mathéa, c'est quoi un anglicisme? Un anglicisme, c'est une expression qui est empruntée de l'anglais. Il y a deux types différents. Il y a les anglicismes lexicaux et les syntaxiques. Donc, As-tu des exemples de ça? pour les lexicaux, il y a un meeting, checker quelque chose. Et pour syntaxique, ce serait comme ça fait du sens. En parlant des anglicismes, on peut aussi parler des faux amis, qui sont des mots anglais qu'on peut mal interpréter en français. Par exemple, on a to condone, c'est d'accepter quelque chose, tandis que condamner en français, c'est faire subir une punition par un jugement. Il y a aussi le mot actually et actuellement, qui ne veut pas dire la même chose en français et en anglais. Donc, c'est sûr que ça peut être quand même mélangeant, surtout chez quelqu'un qui maîtrise pas à 100% le français ou l'anglais et qui essaie d'apprendre un petit peu les deux en même temps. Mais des fois, quand les mots ça, se ressemblent comme ça, mais que c'est pas la même signification exactement, mais ça peut mener un peu à la confusion. Ouais, il faut trouver quelques conseils pour éviter les anglicismes. Par exemple, on peut se demander si ce mot se dirait vraiment dans un texte officiel écrit, par exemple une dissertation. La plupart du temps, tu réalises vite que finalement, c'est peut-être pas un mot qui se dit en français. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile à faire au niveau des anglicismes qui sont syntaxiques parce que on les utilise dans la vie de tous les jours. Exemple, le fait de dire ça fait du sens, c'est vraiment très, très, très commun, même chez les gens qui ont une excellente maîtrise du français à l'oral et à l'écrit. Donc, ça peut être plus difficile, mais sinon, faire une simple recherche sur le web, sur Antidote, ça peut nous permettre de savoir si ça se dit ou pas. Est-ce que Yanilou, tu peux nous dire d'où vient l'expression « ça fait du sens » ? Ça vient de l'anglais. C'est quoi exactement l'expression? Make sense. Alors, en français, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il faudrait dire pour remplacer cette expression? Moi, je sais! Est-ce que c'est ça a du sens? Oui. Ouais. Ça peut même être difficile à dire des fois parce que c'est ça, a, mais il faut pas tomber dans le piège. Parlant d'expression syntaxique, on peut aussi parler de l'expression mettre de l'emphase sur quelque chose. Si vous êtes prof de français, vous avez sûrement vu cette expression souvent dans les dissertations des élèves. Mais en réalité, l'expression qui a du sens en français et qui est syntaxiquement correcte, c'est mettre l'accent sur quelque chose. Bien joué, Constance. Mais moi, je me demandais pourquoi on utilisait autant d'anglicismes dans la vie de tous les jours. Mais moi, je pense que c'est vraiment parce que notre culture moderne est vraiment influencée par la culture américaine. Et toutes les séries, tous les films qu'on regarde, ils sont tous en anglais. Alors là, il y a des mots anglais qui s'incrustent un peu dans notre vocabulaire. Et là, ils restent parce que c'est vraiment juste à ça qu'on est exposé. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé une série québécoise ou française? Mais personnellement, j'écoute beaucoup de séries québécoises. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très... la télé québécoise est quand même assez négligée. Surtout ici, on est à Montréal. Je sais Exact. pas en campagne, c'est comment. Mais c'est vrai que ici, quand je parle de mes séries québécoises, je connais pas beaucoup de gens qui peuvent... Mais c'est ça, pour être honnête, moi, je pense que j'en ai jamais aucune. T'en as jamais écouté? Ouais, pour être honnête, moi, je pense que j'en ai jamais écouté. Peut-être la dernière fois, c'était les parents quand j'avais comme 10 ans. Mais si je vous dis stats, indéfendable, des séries comme ça, vous avez aucune idée, anti-gang?
On n'a aucune idée de quoi tu Aucune parles. idée. Bon, OK. Ben ça explique justement, comme tu dis en partie, le fait qu'on écoute plus des séries issues de la... Ben, de l'Amérique, Ouais. là, de... Même la musique. Personnellement, j'écoute principalement de la musique anglaise, mais là, j'écoute un peu de français, mais même là, c'est vraiment familier, le langage. C'est pas comme si... Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas là qu'on va apprendre des nouveaux Exact. mots. Et pour clôturer cette notion linguistique, j'ai préparé un petit jeu pour vous. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez jouer avec nous. Vrai ou faux? La phrase suivante contient un anglicisme. Je vais introduire mon ami à ma coéquipière. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que tu peux pas dire introduire, mais ça serait plutôt présenter. Mon ami Emma. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Anya. Je pense que introduire, ce serait la version française, entre guillemets, de introduce. Quand on dit, comme pour dire que je vais présenter mon ami à ma coéquipière. Je pense que c'est un anglicisme. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et ça serait quoi la façon correcte de le dire? Je vais présenter. Je vais présenter. Vous avez présenté. Parfait. Ok, pour le deuxième, je suis en charge du projet. Ben, je pense qu'il y a un anglicisme parce que en charge, il me semble que c'est un faux ami avec l'anglais parce qu'on dit in charge. Fait que je pense que c'est faux. Non, vrai. Ouais, je pense qu'on dirait plus je vais m'occuper du projet. Ou je suis à la charge du projet. Ou j'ai la charge du projet. La bonne réponse serait je suis responsable du projet. Ah oui, on n'y avait pas pensé à celle-là, hein? Vous allez vous rattraper dans le prochain qui est on se voit sur une base régulière. Ah, ça, anglicisme. Ouais. Moi, je pense que ça vient de l'expression on a regular basis. Donc, je pense que c'est un anglicisme. C'est exactement ça. Bonne réponse. Parfait. Et pour le dernier, c'est mon patron m'a confié un nouveau mandat cette semaine. Oh, celle-là est un peu plus difficile, je trouve. Ouais. Moi aussi, j'hésite. Mais d'après moi, c'est faux. Parce que je pense que mandat, ça marche aussi en français. Ça fonctionne. Tu crois qu'il n'y a pas d'anglicisme dans la phrase? Je crois. Toi, Anya? Moi, honnêtement, j'aurais dit la phrase comme ça, mais j'ai peut-être pas raison. J'avoue que s'il y a un anglicisme dans la phrase, ça serait probablement au niveau du mot mandat, mais aussi peut-être confier. Mais je crois que confier, c'est correct. Donc, révélation de la réponse. Mais la réponse, c'est que c'est correct. Ce n'est Ok. pas un anglicisme. Ce qui aurait pu être un anglicisme, c'est assigner un nouveau mandat. Parfait. Ça serait un anglicisme qui vient de assign a project. OK, donc confier, c'est la bonne façon de le dire. Oui, exactement. Et pour vraiment clôturer cette notion linguistique, nous avons le fait saillant du jour que les mots qu'on utilise en français, qui viennent de l'anglais, sont majoritairement masculins. Par exemple, on ne dit pas une job, on dit un job. J'ai appris ça l'année passée. Super intéressant, Mathéa. Super fait saillant. Merci. Donc, nous avons abordé les registres de langue, les préjugés qui viennent avec certaines façons de parler et les expressions utilisées. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites si on se concentre sur les avantages et occasions qui accompagnent une bonne maîtrise de la langue? Bonne idée. Donc, si on s'intéresse au marché du travail, il est certain que de bonnes compétences en matière de langue peuvent être bénéfiques pour un candidat lors de son entretien d'embauche, par exemple. Même si on s'intéresse au moment de postuler, un curriculum vitae rempli de fautes n'est pas nécessairement attrayant aux yeux de l'employeur. Selon toi, Constance, est-ce que l'on juge parfois trop sévèrement les fautes de langue? D'une part, je pense que oui, parce que certaines personnes parlent plusieurs langues et il peut être vraiment difficile pour eux de s'adapter au français et de le maîtriser parfaitement, autant à l'oral qu'à l'écrit. Aussi, parfois, on a des candidats qui peuvent être super compétents dans un domaine, qui peuvent être rejetés et discriminés seulement à cause de leur français, bien qu'ils auraient pu exécuter la tâche aussi bien ou même mieux qu'une personne qui parle bien en français. Toi, Mathéa, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que non, parce que la langue est un outil de communication partagé. Si chacun l'utilise à sa manière sans respecter certaines règles, le message risque d'être mal compris.
Relever et tenir compte des fautes permet de maintenir une certaine cohérence et de favoriser une communication efficace. Ce n'est donc pas de la sévérité, mais une forme de respect pour la langue et pour ceux à qui on s'adresse. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est possible de réussir professionnellement en n'ayant pas une maîtrise parfaite du français? Moi, je pense que oui, parce qu'en général, nous avons accès facilement à plusieurs outils et ressources pour améliorer notre français. Par exemple, il existe plusieurs logiciels comme Antidote qui permettent de corriger les courriels et certains employeurs offrent même des cours de perfectionnement en français. Aussi, même au cégep, il existe plusieurs ressources pour les élèves, par exemple le SALF. C'est quoi le SALF, Anya? Le SALF, c'est le service d'aide à la langue française. Donc, ça permet aux élèves d'avoir recours à des séances de tutorat pour apprendre à perfectionner leur français, leur vocabulaire et pour mieux réussir leur cours à l'école. Très bien expliqué. D'ailleurs, le SALF peut vraiment être bénéfique pour les étudiants. Si jamais vous avez des difficultés en français, on vous conseille d'aller vous inscrire. Venez au SALF! Donc, si on s'intéresse aux avantages concrets là, d'une bonne maîtrise du français, qu'est-ce qui ressort le plus? Il y en a quand même beaucoup. Premièrement, il y a les meilleures possibilités d'emploi. Il y a aussi plus de confiance de la part des collègues, une capacité à évoluer vers des postes de gestion de représentation. On peut aussi éviter des malentendus. Et il y a également la présentation de projets plus fluides, donc une meilleure vulgarisation et capacité de convaincre son audience. Oui, puis au niveau des malentendus, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger parce que le fait de peut-être avoir une maîtrise du français qui est un petit peu moins bonne, ça peut donner quand même certaines frustrations au quotidien sur le marché du travail si l'employé ne comprend pas bien ce que son employeur exige de lui ou si, justement, habituellement, c'est peut-être moins de cas, là, mais si l'employeur ne maîtrise pas bien le français. Donc, si, exemple, l'employeur demande quelque chose, en fait, à son employé là, de rédiger un rapport ou de faire une certaine tâche, ben l'employé, si la demande a été mal formulée ou peut-être de façon moins claire, ça peut créer une frustration là, de part et d'autre. Là, par contre, il faut garder en tête que nous ne sommes pas des professionnels du sujet et que certaines personnes constatent les avantages d'une bonne maîtrise de la langue française chaque jour dans leur milieu de travail. Pour élaborer sur les enjeux linguistiques dans le milieu du travail, nous avons invité Christiane Cadiz, directrice des ressources humaines au Collège de Bois-de-Boulogne. D'abord, il peut être intéressant de connaître ses fonctions et en quoi consiste son poste, donc laissons-la nous l'expliquer. Dans le fond, moi, je suis directrice des ressources humaines pour le collège. Ça fait déjà 5 ans que je suis au collège. Et à l'intérieur de mon poste, comme c'est un poste qui est généraliste, on traite notamment des processus de dotation, donc tout le processus de recrutement quand on embauche un nouvel employé, que les autres sphères qui touchent les ressources humaines, notamment le perfectionnement, donc tout ce qui touche la formation, le volet santé-sécurité, le volet des avantages sociaux, la paye. On a aussi le volet des tous les litiges, les relations de travail. Donc, c'est traité là, par ma direction et les membres de mon équipe. Donc, on constate que Mme Cadiz côtoie les employés régulièrement et qu'elle doit composer avec des situations où la langue devient un enjeu. On lui a donc demandé quels éléments linguistiques vous marquent le plus lors de vos interactions avec les employés. OK. Un des éléments, je crois, qui me marque le plus dans nos interactions, c'est l'utilisation d'anglicismes. J'ai l'impression que ça fait partie des habitudes, des mauvais plis que plusieurs personnes ont pris. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est propre au Collège de Bois-de-Boulogne. Je pense que c'est quelque chose qui est propre à la société dans notre façon de parler. Et un des mots qui vient souvent me surprendre, c'est que des fois, c'est même pas des anglicismes. Des fois, c'est qu'on utilise même des marques pour identifier un objet. Je vais donner l'exemple du Kleenex. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans les échanges. Souvent, quand on est même, je l'ai remarqué en fin de journée ou un vendredi après-midi comme aujourd'hui, parfois les gens cherchent leurs mots et ça va souvent être un mot plus anglais qui va venir à l'esprit avant un mot français. Donc ça, c'est peut-être un élément que j'ai remarqué dans les échanges de façon très, très régulière. Quand on est plus fatigué, même si on n'est pas nécessairement mauvais en français, on connaît notre langue, on connaît nos mots, mais des fois, c'est des réflexes.
Et l'autre élément que je vais mentionner, que je trouve quand même important, que ce soit dans les processus de recrutement, de dotation, lorsqu'on passe une entrevue, ou dans des processus où est-ce qu'on est dans une situation peut-être un petit peu plus stressante, une rencontre plus formelle. Si au niveau de la langue, on a des difficultés de compréhension, donc on ne comprend pas nécessairement tous les mots, je crois que ça l'amène des enjeux tant au niveau de la collaboration que dans une entrevue, la perception qu'on peut laisser, parce que quand on répond à une question, mais qu'on a mal interprété la question de base, ça peut nous amener à soit offrir une mauvaise réponse, offrir une réponse qui est incomplète. Et donc là, on laisse les recruteurs, le comité de sélection, avec peut-être une information qui est incomplète, alors que si on aurait bien saisi la question à la base, peut-être que notre réponse elle aurait été de bien meilleure qualité. Évidemment, les anglicismes ont été abordés précédemment et sont omniprésents dans notre société. On les retrouve même dans des milieux de travail 100% francophones, souvent à l'oral. Cela nous amène donc à nous demander, est-ce que l'aisance à l'oral est aussi importante que la qualité du français écrit? C'est vraiment une bonne question. J'ai l'impression que ça dépend des postes. Parfait. Tout est en fonction du rôle qu'on a à faire. Donc, on a dans un cégep des gens qui vont être beaucoup plus à l'oral parce que dans leur travail, ils travaillent par exemple un comptoir de service. Les questions-réponses vont être vraiment en présentiel. Et là, l'aspect oral est vraiment, vraiment très important. Ou nos gens qui font des interventions, que ce soit psychologue, travailleur social. J'ai l'impression que le volet oral prend un petit peu plus de place que le volet écrit. Cependant, on est dans une société où on écrit énormément de courriels. On s'échange énormément d'informations aujourd'hui par Teams, même par message texto sur le téléphone. Les plateformes se multiplient et l'écrit devient excessivement important, le choix des mots devient excessivement important dans l'écriture, que ça soit de règlements, de politiques, de programmes, de courriels, d'informations, qu'elles soient transmises à l'interne, à l'externe. L'importance de bien choisir ces mots, de bien structurer nos phrases pour qu'elles soient claires est vraiment primordiale. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a une nouvelle habileté qu'il faut développer par les gens qui sont notamment en communication, qui, eux, ont cette habileté-là, mais c'est d'être capable d'écrire des publications sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le même style d'écriture que d'écrire un courriel. Donc, d'adapter notre style d'écriture en fonction du public à qui on s'adresse. C'est une habileté qui est fine, qui reste en développement continu. Donc, on voit que les deux volets de la langue sont importants, tout dépendant du poste. Est-ce que l'employé travaille davantage en relation d'aide ou doit-il intervenir et interagir? Ou est-ce qu'il se concentre principalement sur la rédaction de courriels? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Nous avons aussi demandé à Mme Cadiz si elle avait déjà vu des candidats désavantagés par leur façon de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit dans le cadre de son travail, que ce soit dans le cadre du recrutement ou autre. Voici ce qu'elle avait à dire à ce sujet. Oui, des gens qui, effectivement, ont fait des tests à l'écrit, qui ont échoué, qui ont, malheureusement, la rédaction écrite n'était pas à la hauteur du poste qui était requis. Donc oui, la langue, tout d'abord, il faut savoir que c'est une exigence à l'emploi pour plusieurs postes au collège. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui est important à se rappeler. Pas tous les postes à 100%, mais la majorité des postes. Parfait. Donc oui, ça a des impacts sur l'obtention d'un emploi. Finalement, Mme Cadiz tient à préciser que les enjeux linguistiques en milieu de travail ne sont pas que négatifs. Il faut quand même les accueillir et apprendre de ceux-ci. Mais de l'autre côté, il faut aussi se rappeler qu'on est un milieu
qui se veut inclusif. Mhm. Et pour ça, il faut avoir une certaine résilience, une certaine patience, une certaine ouverture au fait que on n'a pas tous le même niveau. Oui, absolument. D'accepter que c'est correct que quelqu'un ait mal compris, de répéter. Mhm. Tu sais, malgré, je t'ai comme donné tout le côté négatif, mais je pense que Oui, c'est ça, mais il y a quand on même... peut apprendre aussi de ces gens-là. Puis je Oui. crois que des fois, en posant des questions, on peut préciser notre pensée aussi. Donc, ce n'est pas que du négatif. C'est important de se le rappeler parce que des fois, on oublie ça et on n'a pas tous le même niveau de langage. Donc, d'avoir une société qui est ouverte à ça, je pense que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de notre français au quotidien. Nous espérons que cet épisode du balado franc-parler vous a plu. Dans cet épisode, nous avons abordé le langage familier, le slang et les préjugés liés à la langue. Nous remercions énormément notre invitée, Madame Christiane Cadiz, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir enrichi notre compréhension sur la maîtrise du français dans le milieu professionnel. Enfin, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Ne manquez pas le prochain épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Bye!